Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons pouvoir débuter. Alors au premier chef, je vous remercie naturellement pour votre présence. Et c'est un plaisir de partager ce dernier Club Argus de la saison 2018 en votre compagnie d'une part et d'autre part avec le soutien de nos partenaires, l'Argus Digital, le Club Identicar, Opteven, Planète VO2, Viaxel, 4STVA et VP Auto. Alors avant l'été, nous avions organisé un Club Argus qui était déjà étroitement lié à l'actualité et aux législateurs, avec l'opportunité que pouvait représenter la prime à la conversion éligible aux véhicules d'occasion. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un périmètre à nouveau défini par les législateurs, à savoir le WLTP et le diesel. Alors, très brièvement, rappelons juste que le WLTP a été développé sous l'égide de l'UNES, un département de l'ONU. Pour le mettre au point, les constructeurs du monde entier ont fourni des données clients, ce qui signifie que les phases de test sont censées reproduire des conditions réellement rencontrées sur la route. Alors c'est mondial, hormis les États-Unis. Et par ailleurs en Europe, contrairement à ce qu'on lit souvent, le WLTP s'impose à nous comme un règlement, mais ce n'est pas une norme. Voilà, donc c'est un règlement qui ordonne que les essais et les mesures de consommation des véhicules soient réalisés selon un protocole donné. Le deuxième sujet, c'est le diesel. Bon, inutile de rappeler que le Dieselgate a maintenant éclaté depuis plus de 3 ans. Tout est allé de mal en pis depuis. Si vous d'ailleurs amusez-vous à regarder l'organigramme du groupe Volkswagen à cette date-là et celui qu'il est aujourd'hui, et pour ceux qui disent que ça n'a pas eu de conséquences manifestes, eh bien, ça en a eu des énormes finalement, parce qu'à l'échelle de ces groupes-là, c'est assez considérable. Et puis il y a une deuxième, parce qu'en filigrane des propos qu'on va traiter, il y a sans doute une deuxième conséquence dont on parle assez peu, mais finalement les constructeurs ont perdu sans doute en pouvoir de lobbying, et notamment à Bruxelles, dans le cadre de cette affaire, puisque à chaque fois, en plus, les communications de crise n'ayant pas toujours été parfaitement maîtrisées, l'interlocuteur disait qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui, ou si je refais des tests, qu'est-ce que je vais à nouveau découvrir. Et donc c'est quelque chose qui a eu une incidence importante, relayée ensuite parfois par les médias, c'est vrai, ensuite par les villes, évidemment. En France, nous savons de quoi nous parlons. Et quand on voit les mix énergétiques futurs, on a des jeux de prévision qui sont parfois relativement abrupts. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. À propos du diesel, j'ai envie, alors j'espère que vous verrez que c'est bien à propos dans mon esprit, j'ai envie de citer Carlos Ghosn lors du dernier mondial de l'automobile, puisqu'il a dit « Vous avez les mêmes constructeurs aux États-Unis, au Japon et en Europe, mais le diesel ne représente rien sur les 2 premiers marchés. Cela prouve bien que ce sont les décisions politiques et réglementaires qui dictent les choix. Il ne s'agit donc pas de savoir si le diesel est une bonne technologie ou non. Le diesel est mort car les pouvoirs publics en ont décidé ainsi. » Voilà. Donc c'était assez intéressant, notamment pour éviter d'entrer dans une rhétorique judiciaire de bien, de mal, et plutôt de la capacité de s'adapter ensuite des industriels et de ceux qui commercent en aval. Voilà, mais j'en ai déjà trop dit, et je vais avoir l'honneur de demander à Alexandrine Breton, présidente du groupe Argus, de bien vouloir me rejoindre sur scène pour ouvrir officiellement ce club. Moi, je trouve qu'Alexandre, vous avez déjà tout dit, donc c'est difficile. En tout cas, il est clair que on a choisi la date il y a très longtemps et on ne pensait pas que les choses se passeraient comme ça et que les Gilets jaunes et le reste de la France et de l'actualité nous mettraient tout à fait dans la bonne mouvance. C'est un sujet compliqué. Et c'est un sujet qui dure depuis des années et on voit bien que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de portes ouvertes ont été enfoncées et aujourd'hui on va essayer de sortir du débat de comptoir et de parler de choses entre professionnels et des conséquences que toutes les actions du gouvernement et tous les choix fiscaux et législatifs ont sur votre travail dans la concession, qu'on soit ou le travail des constructeurs. Vous êtes évidemment au courant que nous avons dans nos logiciels et
au sein de l'Argus beaucoup de données et on va essayer avec ces données de vous apporter des éléments qui permettent de regarder le marché en toute transparence et d'essayer de se projeter un tout petit peu dans le futur. Mais on voit bien que le futur ne dépend pas que des clients et que du travail des constructeurs, mais il dépend aussi évidemment des choix de l'État et que ces choix évidemment bouleversent les habitudes ou les modes de consommation. Donc on a fait des belles études sur le diesel, sur les parts de marché, sur qu'est-ce qui se passait dans les valeurs résiduelles. Donc on va partager ça avec vous et j'espère qu'on va vous apporter des éléments tangibles de réflexion tous ensemble. Voilà. Merci et bon Club Argus. Merci beaucoup Alexandrine. Et nous allons donc effectivement entrer de plein pied dans notre sujet du jour avec une première étude, donc une étude qui a été menée par l'Argus, qui évoque les thèmes que vient de mettre en avant Alexandrine Breton. Et pour vous présenter cette étude, j'ai le plaisir d'appeler Monsieur Thibaut Franck à me rejoindre sur scène. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais évoquer avec vous un livre blanc en fait que l'Argus est en train de produire et de rédiger, qui va s'appeler La fin du diesel. Sérieusement, c'est possible quand ? Donc, comme Alexandre vient de le dire, il y a peut-être une volonté des pouvoirs publics, la volonté qui a été de développer le diesel dans les années 60-70, et aujourd'hui, la volonté, ça serait de le tuer. Mais ça sera peut-être pas aussi facile. En tout cas, l'étude du groupe Argus, ça ne me passe pas. Comment on allume comme ça ? Je vais passer ici alors, voilà. Cette étude du groupe Argus, elle est destinée à être publiée au printemps 2019 et à établir différents scénarios de sortie du diesel en France, en analysant les devenirs possibles du parc en circulation. Donc ce parc en circulation qui est composé de millions de véhicules, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? Combien d'années il faudra pour s'en débarrasser ? Est-ce qu'on va devoir le détruire ? Est-ce qu'on va devoir l'exporter dans des pays un peu moins regardants sur les normes de pollution ? Donc, ou alors le garder aussi longtemps que possible en circulation et le laisser mourir de sa mort naturelle. Donc c'est l'ambition de cette étude d'établir ces différents scénarios. Donc je vais vous présenter quelques éléments déjà de cette étude qu'on a pu recueillir. Déjà, une première chose, les particuliers, les acheteurs sont de moins en moins friands de diesel, ça c'est une certitude. Donc, il y a une étude qui a été faite par Argus Conseil, c'est le baromètre Argus Énergie, donc qui se base sur 1500 questionnaires remplis par des particuliers en ligne, et qui montre qu'aujourd'hui, seuls 24% des particuliers souhaitent encore acheter un diesel aujourd'hui, alors qu'ils étaient encore 30% en 2017 et 31% en 2016. Donc, on va dire cette sorte de cabale médiatique contre le diesel porte ses fruits aujourd'hui et elle crée une sorte de désamour auprès du grand public qui pourtant avait eu la consigne pendant des décennies de s'équiper en diesel parce que c'était d'une part plus rentable, d'autre part moins émetteur de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, les voitures hybrides, les moteurs hybrides ont rejoint le diesel en termes d'intention d'achat. Le problème, c'est que le diesel représente toujours 2/3 du parc français et c'est pas prêt de changer. Même si le nombre de diesel en circulation, vous le voyez aujourd'hui, on est à un peu plus de 21 millions. Il a tendance à se tasser, mais il représente toujours 2/3 du parc. Et le problème, c'est que au-delà de 15 ans d'âge, on a beaucoup de mal à avoir des données. C'est-à-dire jusqu'à 15 ans d'âge, on peut assez facilement estimer le parc de diesel en circulation. Au-delà de 15 ans, on ne sait plus ce qui rentre, ce qui sort, ce qui est détruit. Il y a assez peu de traçabilité. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à savoir exactement combien de vieux diesel de plus de 15 ans circulent en France. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a énormément et au moins 2/3 du parc français. Le souci, c'est que les possesseurs de diesel, c'est pas tout le monde, c'est des Français qui se caractérisent par une forme de fragilité. C'est clairement les populations les plus fragiles, on le voit au niveau d'un territoire, les populations les plus fragiles qui sont les plus équipées en diesel. Donc on a ces deux cartes du Parisien qui ont été mises en place donc, avec notre aide.
donc qui compare, en fait, qui superpose deux données. À gauche, le revenu disponible par habitant. À droite, la part du gazole dans le parc automobile en 2018. Donc on voit que ces cartes sont extrêmement superposables, avec des taches claires au niveau de l'Île-de-France, de l'Alsace, de Rhône-Alpes et des grandes métropoles, notamment Bordeaux, Lyon, Toulouse, et qui montrent que les endroits où le pouvoir d'achat, le revenu disponible est le plus faible, c'est aussi les endroits où il y a le plus de diesel. Forcément, puisque on a dit pendant des années au public qu'il fallait rouler en diesel puisque c'est moins cher. La conséquence, c'est que finalement, ces populations qui roulent en diesel, c'est aussi les moins enclines à acheter des voitures neuves. Donc c'est aussi des gens qu'on va retrouver assez majoritairement sur le marché de l'occasion. Le diesel, c'est vraiment un marqueur de fragilité des territoires. On le voit en plaçant tous les départements français sur ce graphe. Chaque petit rond, petit cercle représente un département. En abscisse, vous avez la part de foyers fiscaux imposables. Et en ordonnée, le pourcentage de diesel dans un département. On voit clairement que plus un département est pauvre, fragile, notamment les départements ruraux comme le Gers, la Creuse, la Lozère, l'Aveyron, plus le taux de diesel est important. Ce qui est aussi lié évidemment à la géographie du département, puisque quand on parcourt beaucoup de kilomètres, on a plus tendance à rouler en diesel. A l'inverse, j'ai envie de dire la France qui va bien, la France des grandes métropoles, Paris, le Grand Paris, les Alpes-Maritimes, donc il y a peu de ménages non imposables, ou alors beaucoup de ménages imposables si vous préférez, et peu de diesel à la fois. Donc cette corrélation, elle est vraiment montrée sur ce graphe. Et vous reconnaissez cette personne, elle a décidé d'interdire les vieux diesels dans Paris. Alors aujourd'hui, elle veut plus de vieux diesel, donc elle veut éliminer les vignettes critères 4 à partir de l'année prochaine, je crois, et éliminer totalement le diesel dans Paris à l'horizon 2024. Donc vraiment, les pouvoirs publics veulent éliminer les vieux diesels. Le problème, c'est que les vieux diesels, c'est un marqueur encore plus fort que le diesel de manière générale. Parce que vous avez des gens très aisés qui roulent en diesel dernier cri, mais la population la plus fragile, ici vous avez à droite la carte de France du vieux diesel, donc plus la couleur est foncée, plus vous avez une grande proportion de véhicules diesel de plus de 8 ans sur le parc. Et à gauche, c'est pas la même carte, c'est la carte des ménages imposés. Et vous voyez que les cartes sont quasiment les mêmes en fait. C'est-à-dire dans les départements où il y a peu de ménages imposés, il y a beaucoup de diesel. Donc on a vraiment ce diesel comme un vrai marqueur aujourd'hui de clivage entre la France des métropoles, la France qui va bien, et la France rurale, la France qu'on pourrait qualifier de périphérique. Donc le diesel, c'est aussi un sujet politique avant tout, et ça explique un peu la fronde des gilets jaunes à laquelle on assiste aujourd'hui. Dans ces conditions, en matière de marché VO, le diesel, aujourd'hui, c'est toujours 2/3 des échanges de véhicules d'occasion. C'est pas étonnant puisqu'il y a principalement des VO diesel à vendre. Donc sachant que les acheteurs sont de plus en plus demandeurs de VO essence, on se dirige un peu vers une pénurie de véhicules essence. Et s'il n'y a que du diesel à vendre, bien les acheteurs n'achètent que du diesel s'il n'y a rien d'autre. Donc aujourd'hui, il y a une question qu'on se pose depuis longtemps à l'Argus et qui nous est fréquemment posée par la profession automobile, c'est est-ce que les valeurs du diesel, les vrais prix de transaction, est-ce qu'ils baissent ou est-ce qu'ils sont stables ? Alors on entend beaucoup de choses, on entend parfois dans les médias le diesel ne vaut plus rien, le diesel serait invendable, c'est des choses qu'on entend. On a différents échos de la part de la profession, certains nous disent que le diesel se vend toujours à des prix assez stables mais mettent plus de temps. D'autres parlent de tassement des valeurs. Bon, il y a différents sons de cloche, dont on essaie d'y voir plus clair et donc de répondre à cette question. Est-ce que le diesel vaut encore quelque chose ? On va le voir ensemble. La réponse n'est pas évidente. Tout est toujours une question de point de vue. Donc pour essayer de répondre à cette question, l'Argus s'est appuyé sur ces données. Vous le savez certainement, l'Argus est le premier fournisseur de logiciels de gestion pour concessions et marchands VO en France. On équipe 68% des concessionnaires de nos logiciels Planète VO ou Planète VO2, ce qui nous permet de voir passer dans nos systèmes 75% des transactions B2C, soit un total de 1,5 million de transactions par an en achat et en vente, 17 millions de transactions en stock. Et surtout, pour chaque transaction, on peut remonter de manière anonyme dans nos systèmes la provenance du véhicule, son prix d'achat, son prix de vente, et ainsi de suite. Et donc ça nous permet à nous de connaître les vrais prix de transaction B2C, de professionnels à particuliers en France, et pouvoir en établir des tendances. Donc c'est à partir de cette matière qu'on va étudier les vrais prix de transaction du diesel.
Alors, première chose, une certitude qu'on observe depuis 2 ans maintenant, c'est que les délais de vente s'allongent pour les VO diesel. Alors, vous avez sur ce graphe en vert les délais de vente en vert pour l'essence, donc vous voyez qu'ils sont relativement stables depuis 2017, et en jaune, les délais de vente pour le diesel. Là, par contre, ça augmente très nettement, c'est de manière indéniable. On passait, en 2017, on était autour de 90 jours pour vendre un diesel. Aujourd'hui, on serait plutôt aux alentours de 105 jours, ce qui fait environ plus 15 jours. Donc, on l'observe de manière certaine que les délais de vente s'allongent. Et les valeurs dans tout ça, donc, on s'est demandé comment finalement mesurer les valeurs de transaction des diesels, sachant qu'on est sur des échantillons très hétérogènes. Donc on a commencé par faire la moyenne de tous les VO vendus mois par mois. Donc depuis 2012, on constate une chose, c'est que les valeurs de vente des diesels semblent progresser. Donc vous avez en jaune les valeurs de vente moyenne des diesels, vous voyez, sur une pente légèrement ascendante, et en vert, les valeurs de vente réelles des essences, qui, elles, augmentent beaucoup plus vite et qui se rapprochent quand même assez dangereusement des véhicules diesel. Alors là, on est sur un graphe depuis 2012. Il faut quand même tenir compte de l'inflation qui renchérit naturellement le prix de tous les biens et qui, depuis 2012, se fixe. Elle n'est pas très élevée en ce moment, mais elle est autour de 6% depuis 2012. Donc le diesel, les valeurs de transaction du diesel augmentent un petit peu plus vite que l'inflation, en moyenne. Par contre, les valeurs de l'essence augmentent beaucoup plus vite que l'inflation. Alors, on s'est quand même demandé pourquoi, qu'est-ce qui faisait que malgré tout, malgré le Dieselgate, malgré les restrictions de circulation, les valeurs de diesel augmentaient de manière générale. Et en fait, on s'est rendu compte que la typologie des véhicules à vendre en diesel, elle avait changé ces dernières années. Ici, vous avez, depuis 2012, la répartition en pourcentage de chaque segment sur la totalité des voitures vendues en France, des voitures d'occasion vendues en France. On voit que vous avez 2 nouvelles catégories qui sont apparues depuis 2012, c'est les SUV. Donc c'est les 2 catégories du bas, en particulier les SUV compacts représentés par exemple le Renault Captur ou le Peugeot 2008. Vous avez aussi un peu au-dessus les Sport Utility, les SUV familiaux, par exemple le Qashqai ou le Kadjar. Vous avez aussi des segments un peu nouveaux qui sont apparus, notamment les compacts premium ou les polyvalentes premium, donc qui étaient extrêmement marginales auparavant. Et à côté de ça, vous avez les catégories qui étaient jusqu'à présent, qui représentaient le cœur du marché et qui tendent à réduire en nombre. C'est le cas notamment des polyvalentes et des compacts généralistes. Alors la conséquence de tout ça, c'est que comme les SUV et les segments premium sont plus chers à l'achat, ils sont aussi plus chers en valeur de transaction et en prix de vente. Donc finalement, ils renchérissent le prix moyen des véhicules d'occasion, si on regarde au global. Donc ça veut dire que si on veut observer l'évolution des prix de vente, il faut regarder segment par segment ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on a fait en observant les valeurs par segment. Donc on a pris les 3 segments les plus représentatifs du marché, à commencer par les polyvalentes. Donc sur les polyvalentes, qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est toujours le diesel en jaune et l'essence en vert. Les polyvalentes, le prix moyen de transaction, il a tendance à baisser quand même. On est passé autour de 10 000 euros en 2012 à environ 9 500 aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est que l'essence est repassée au-dessus de la courbe du diesel à partir de 2015. Donc aujourd'hui, une polyvalente type Clio ou C3, en moyenne, elle coûte plus cher en essence, en seconde main, qu'en diesel. Sur les compacts, c'est un peu le même constat, puisque l'essence est passée au-dessus du diesel autour de 2016. Par contre, les valeurs de transaction des diesels, elles semblent stagner de prime abord. Ensuite, les SUV compacts, donc tout ce qui est Captur 2008, etc. Là, clairement, le diesel, les valeurs de transaction diesel, elles baissent comme assez nettement depuis 2 ans, on va dire. Donc, c'est encore assez difficile de conclure pour l'instant, mais sur les principaux segments, les valeurs de diesel, elles se tassent. Mais en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le SUV compact vendu en 2012, ce n'est pas le même que le SUV compact vendu en 2018. La qualité de ces VO, elle évolue, même au sein d'un même segment. Elle évolue comment? On va le voir. D'abord, par le kilométrage, puisque ces véhicules, ici les polyvalents, sont de plus en plus kilométrés.
et aussi par l'âge. Et ça, c'est une tendance qu'on observe sur tous les segments, sur les compacts aussi, des véhicules de plus en plus kilométrés et de plus en plus âgés. Sur les SUV compacts également, des véhicules de plus en plus vieux et beaucoup, beaucoup plus kilométrés. Là, on parle uniquement du diesel. Donc, des VO diesel de plus en plus âgés et de plus en plus kilométrés, ça explique qu'au global, en moyenne, si on prend tous les véhicules d'un même segment, au fil des ans, la valeur, elle se tasse. Alors évidemment, il y a une question, c'est pourquoi ces diesels sont de plus en plus âgés et de plus en plus kilométrés, alors que d'un côté, on nous encourage à rouler moins avec. Donc les explications, elles sont multiples. D'une part, vous avez de moins en moins de voitures produites en diesel, donc celles qui sont sur le marché en VO, elles sont de plus en plus anciennes. Un paramètre très important, pendant très longtemps, des gens se sont équipés en diesel alors qu'ils n'en avaient pas l'utilité, qu'ils roulaient très peu. Donc la voiture restait dans le garage ou ne roulait qu'en ville. Donc ces gens-là ont eu tendance quand même à repasser sur des voitures essence ces dernières années. Donc les diesels qui restent sont davantage utilisés par des gros rouleurs. Et ensuite, on peut faire l'hypothèse, alors on ne l'a pas vérifié pour l'instant, mais on va peut-être chercher à la vérifier, que par peur de perdre de l'argent, certains propriétaires de diesel préfèrent les garder plus longtemps plutôt que de les sacrifier. Peut-être avec l'idée que le diesel ne vaut plus rien, ce qui n'est pas forcément vérifié. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer de regarder, de comparer les valeurs, toutes choses égales par ailleurs, en comparant spécifiquement des VO âgés de 3 ans. Donc un échantillon corrigé des variations d'âge et du kilomètre. Donc des VO de 2,5 à 3,5 ans, ce qui constitue vraiment le cœur du marché. Sur les citadines polyvalentes, donc en 2012, donc toujours le jaune pour le diesel et le vert pour l'essence, en 2012 on était environ à 9 200 € de valeur de transaction en moyenne, et en 2018 on est autour de 10 000 €. Alors de prime abord ça augmente, mais l'inflation qui est toujours là, elle est autour de 6% en 2012, depuis 2012. Ça veut dire qu'en gros, sur ce segment des citadines polyvalentes, corrigé des variations de l'inflation, les prix sont à peu près stables. Sur les compacts, en fait, c'est le même phénomène. Si on corrige de l'inflation, si on tient compte de l'inflation, on a une certaine stabilité des prix du diesel depuis 6 ans. Et enfin, sur le SUV compact, on a même une légère baisse depuis 3 ans, puisque vous voyez qu'entre 2016 et 2018, ça a perdu quelques centaines d'euros. Donc là, on est sur des véhicules quand même, sur des échantillons relativement homogènes. On voit qu'il y a un léger tassement, mais pas non plus de chute très spectaculaire qu'on aurait pu constater. Donc, en conclusion, on peut dire ici, pas de baisse nette visible jusqu'à présent, mais les tendances peuvent changer très rapidement et on va continuer à suivre ça de très près. D'ailleurs, on souhaite établir une sorte de baromètre du prix de transaction diesel qu'on publierait peut-être tous les mois ou tous les 15 jours afin de suivre vraiment de la manière la plus actuelle possible, de suivre les prix de transaction. Donc on va essayer de publier ça d'ici début d'année prochaine dans le journal. Donc au final, pour conclure, est-ce que la valeur des VO diesel, elle baisse finalement ou pas? Donc encore une fois, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. En tout cas, il faudrait éviter qu'on soit dans une sorte de prédiction autoréalisatrice où le public, à force de penser que le diesel ne vaut plus rien, finisse par créer les conditions qu'il ne valent plus rien. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'il n'y a pas de mouvement net vers une chute des valeurs de transaction de diesel. Elles semblent stagner en valeur absolue depuis 6 ans, mais si on considère que les voitures neuves sont de plus en plus chères, ça veut dire que finalement, la valeur résiduelle des voitures diesel, elle tend plutôt à se réduire en termes de pourcentage. Donc, toute chose égale par ailleurs, elle stagne en valeur absolue, mais elle se contracte en pourcentage. Voilà, donc c'est tout pour cette étude. On va continuer à suivre ça de très près et on vous tiendra informé de toutes les tendances qu'on peut voir sur le marché du diesel. Je vous remercie.